la une de cette édition, l'efficacité de la force conjointe de l'AES qui a infligé une très lourde perte aux groupes armés terroristes dans la zone des 3 frontières. Indépendamment de cette opération, les FAMA ont détruit des véhicules des groupes armés terroristes dans la région de Ménaka. Le film de ces opérations dès le début de ce journal-là. Nous abordons également la problématique de l'installation des stations-service qui souvent sortent de leur cadre légal. Conséquence, la réduction de la chaussée provoquant des embouteillages et malheureusement des accidents de la circulation. Station-service, au-delà de la limite, c'est le dossier de cette édition. Très heureux de vous retrouver. Bonjour et bienvenue dans ce journal que nous entamons avec les nouvelles du front. De bonnes nouvelles d'ailleurs avec la force conjointe de l'AES qui vient d'infliger de très lourdes pertes aux groupes armés terroristes dans la zone des 3 frontières. Indépendamment de cette opération, les FAMA, en toute autonomie, ont détruit également des véhicules des groupes armés terroristes dans la région de Ménaka. Le film de toutes ces opérations avec Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion que la traque des groupes armés terroristes se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, dans la matinée du dimanche 13 octobre 2024, les FAMA ont repéré une colonne de pick-up en pleine manœuvre logistique en préparation d'une probable attaque future à environ 70 km au nord de Ménaka. Des frappes précises ont permis de détruire ces véhicules, annihilant ainsi le dessein funeste de ceux qui attaquent lâchement les populations sans défense. Au même moment, dans le secteur de Douna, une autre colonne terroriste a été foudroyée dans le cadre d'une opération de la force conjointe de l'AES dans la zone des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'état-major général des armées rassure les populations que la dynamique offensive enclenchée se poursuivra sans relâche pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre espace. Parlons à présent de ce document de 35 points qui énumère les préoccupations des experts sur la gestion des zones humides, des préoccupations soulevées lors des journées portes ouvertes initiées par Wetland International pour attirer l'attention des décideurs politiques sur la nécessité d'une meilleure prise en compte des problématiques liées aux zones humides. Le point de la cérémonie de clôture de ces journées avec Mamadou Fani. Au terme des 3 jours de travaux, les participants aux journées portes ouvertes sur les zones humides ont formulé plusieurs recommandations sur la gestion des ressources en eau. On note le renforcement des partenariats et le cadre de concertation entre les acteurs de la biodiversité, la mise en place d'un comité de suivi des recommandations issues de ces journées. Nous nous sommes tous rendus compte et nous sommes convaincus que les zones humides peuvent constituer un pilier sûr pour le développement durable Sahel. Elle constitue une surface minime des pays sahéliens qui sont considérés comme des pays arides. Mais ce sont ces pays qui couvrent les plus grandes zones humides de l'Afrique. C'est dans ces zones humides que sont fournis, sont produits les 85% au moins des PIB de tous ces pays sahéliens. À l'issue des débats et discussions lors de ces journées portes ouvertes, le département de l'environnement se réjouit de l'avancée majeure sur l'élaboration du programme 4 qui sera, j'en suis sûr, une réponse à la forte demande de nos communautés dans le contexte politique, sécuritaire et de changement climatique et de l'appel de Bamako. Nous espérons que très rapidement Wetland International au Sahel et ses partenaires avec l'accompagnement des départements concernés sont appelés à conjuguer leurs efforts pour mobiliser les investissements nécessaires à la mise en œuvre des actions prioritaires du programme et la feuille de route de l'appel de Bamako. Les participants ont également rédigé un document en 35 points dénommé Appel de Bamako. Ils demandent une prise de conscience générale et une prise en compte des problématiques des zones humides dans les politiques de développement. Les grands producteurs de volailles d'Afrique et d'ailleurs seront bientôt
à Bamako pour partager leur expérience avec les producteurs de volailles et maliens. Ceci à la faveur de la première édition du Salon international de la volaille du Mali. Ce rendez-vous du donner et du recevoir qui se tient du 19 au 21 octobre prochain au Parc des Expositions de Bamako est une initiative de la Fédération des intervenants de la filière avicole du Mali. Plus de précisions sur ce salon avec Kassim Diallo. La Fédération des intervenants de la filière avicole du Mali organise la première édition du Salon international de la volaille du Mali les 19, 20 et 21 octobre 2024 à Bamako. Cette rencontre permettra aux producteurs de volailles maliens de partager des techniques et technologies nouvelles avec des experts internationaux. Le salon dont le pré-lancement est ainsi inauguré a une vocation première: favoriser les rencontres interfilières et stimuler l'épanouissement de la filière haute, à l'instar d'autres salons internationaux. À cet égard, j'ai l'honneur d'annoncer que l'invité d'honneur du Royaume du Maroc sera présent avec une très forte délégation. Le président de l'APECAM, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, et le directeur national de production animale ont tous assuré de leur accompagnement pour la réussite de cet événement. Un tel événement, c'est pour prouver le savoir-faire des aviculteurs maliens et quelque part le comparer au savoir-faire des autres aviculteurs de l'Afrique et de l'Europe qui vont tous venir et montrer qu'au Mali, on sait vraiment élever les poulets. Et toutes les gammes qu'on a eues à travers l'historique de tout ce que nous avons eu à faire dans la volaille, les créations d'animaux qu'il y a eu quand même au Mali, donc montrer toute la gamme avicole. Cette association œuvre dans le développement de la filière avicole à travers la production des poules pondeuses, à travers la production des poulets de chair, à travers même l'accompagnement des acteurs. C'est une fêtière qui est en train de voler sans l'accompagnement même de l'État. Donc nous sommes là en tant qu'appui conseil pour les aider à œuvrer dans la bonne marche de cet événement. L'organisation du Salon international de la volaille du Mali a pour but de contribuer à l'amélioration des races des volailles et des techniques de production au Mali, mais aussi de contribuer à faire rayonner l'image du Mali afin d'inciter les investisseurs dans le secteur. Le Salon international de la volaille qui se tient donc du 19 au 21 octobre 2024. Restons avec Kassim Diallo qui nous parle cette fois-ci de la cérémonie de remise de diplôme de la promotion baptisée Feu professeur Adama Samasekou de l'Institut Simon Finance et Management International. Les récipiendaires sont diplômés en licence et master dans les filières comme la finance islamique, le management de projet ou encore le marketing. Ces unes sont désormais opérationnel pour le marché de l'emploi. L'exercice est annuel et toujours pour la même occasion. Des parents, collègues et collaborateurs viennent s'associer au rendez-vous de célébration d'une promotion de lauréats qui boucle un cursus universitaire. Les nouveaux diplômés 2023-2024 de l'ISFMI portent le nom d'une figure emblématique de notre pays. Une référence dans le monde éducatif, culturel et universitaire fait le professeur Adama Samasekou. Ils étaient ce samedi 12 octobre 2024, 250 récipiendaires, des étudiants et des professionnels à recevoir le précieux sésame, le diplôme qui sanctionne plusieurs années d'études et qui ouvre le chemin vers la vie professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Un chapitre se ferme, mais un nouveau encore plus ambitieux s'ouvre devant nous. Nous avons été formés dans une institution qui nous a donné les compétences et les valeurs pour exceller. Nous nous engageons à être dès demain des cadres modèles totalement engagés pour le progrès du Mali. La vocation de l'ISFMI est de former les véritables managers internationaux des organisations entreprises du 3e millénaire, dotés de qualités de polyvalence, d'initiative et de communication, et capables de décider, d'entreprendre, d'agir avec un sens aigu de la responsabilité et de l'éthique. 250 jeunes maliens détenteurs de diplômes supérieurs dans des filières variées qui s'engagent désormais à maintenir vif les flambeaux du travail bien fait allumé par leurs parrains, fait Adama Samasekou. Je livre aux jeunes sortants et à tous ceux qui ont le mérite de se battre pour une cause humaine et noble son message ultime. C'est le combat qui t'abandonne, sinon jamais n'abandonne le combat. Au-delà du nom mémorable, identifie votre promotion, chers jeunes. Je vous exhorte donc à suivre l'exemple de cet homme de bien
pour fleurir où que vous soyez à l'avenir. Les cérémonies de sortie de promotion de l'ISFMI sont toujours ces occasions qui réunissent des acteurs du monde universitaire, ceux du secteur privé, de l'administration et des personnalités du pays pour des échanges fructueux en vue de préparer les nouvelles générations pour des lendemains meilleurs. Chers étudiants, étudiez pour développer votre patrie. Notre département accorde la même valeur et à l'enseignement privé et à l'enseignement public. La différence peut tout simplement se poser au niveau de la compétence. Si nous avons de la préférence, c'est en faveur de meilleurs. Occasion également de faire des grandes annonces sur des initiatives de croissance comme par exemple ce projet de développement des textiles au Mali intitulé le président son excellence le colonel Assimi Goïta. La révolution du textile au Mali, projet présenté par le professeur Toumani Bagayogo et qui verra très bientôt les jours. Et cette bonne nouvelle pour les élèves et enseignants de l'école fondamentale de Titibougou, le Rotaract Club de Bamako Titibougou vient de rénover 2 directions, plusieurs salles de classe et une douzaine de toilettes de l'établissement. Cette action du Rotaract Club Bamako Titibougou permet aux enseignants et aux élèves de travailler dans un environnement plus adéquat. Al-Mouzer Al-Kamisa Yatara. Cette action du Rotaract Club de Bamako Titibougou vise à fournir un espace de travail avec des équipements et une infrastructure nécessaire pour la formation des élèves de l'école fondamentale de Titibougou. Ainsi, l'établissement vient de bénéficier d'un projet de rénovation des salles de classe, de 2 directions, ainsi que la réparation de l'ensemble des toilettes. Un geste aussi important dans les axes stratégiques du Rotaract Club de Bamako Titibougou. Le Rotaract Club Bamako Titibougou a initié ce projet depuis sa création le 18 mars 2016. On a complètement changé une salle de classe dont les plafonds ne sont pas en bon état. Et les 2 autres salles de classe, leurs plafonds étaient un peu dégradés. On a changé ça. On a retouché les 12 toilettes. Actuellement, les travaux continuent et les 2 directions de classe. Et ensuite, on a rénové 10 tables bancs. Et nous nous baserons vraiment sur la qualité, la performance vraiment de l'enseignement. Donc, nous demandons vraiment à la population de venir inscrire les enfants. En dehors de ça, je lance un appel vraiment à tous mes collègues du CGS de la commune de continuer vraiment à chercher des partenaires. Les représentants du maire ont salué cette initiative avant d'inviter d'autres partenaires à emboîter les pas dans le cadre de l'entretien de nos écoles. Les parrains de l'événement se disent satisfaits car la rénovation de l'école fondamentale de Titibougou est l'occasion de se retrouver dans un environnement de travail confortable et essentiel pour le bien-être des élèves et enseignants. Restons dans le monde scolaire cette fois-ci avec l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs qui donne le sourire aux enfants scolarisés des familles vulnérables de Sikasso. Elle vient de remettre des fournitures scolaires d'une valeur d'environ 2 millions de francs CFA à une centaine d'élèves de groupes scolaires au Marc Keletiki Berté de Sikasso. La cérémonie de remise a eu lieu le samedi dernier. Le point de la cérémonie avec Mariam Touré et Taïrou Konati. Soulager la souffrance des familles démunies de la région de Sikasso, c'est l'objectif de cette remise de kits scolaires à l'endroit du groupe scolaire Keletiki Berté. C'est un don de l'ASFIA, Association Solidarité des femmes d'ici et d'ailleurs. Le geste s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Nous sommes contents d'être parmi vous aujourd'hui ici à Sikasso pour remettre 100 kits aux orphelins et aux enfants démunis. Donc c'est pour pouvoir contribuer vraiment au développement du pays parce qu'il y a des enfants qui ont perdu les parents tôt. Donc c'est venir leur rendre la joie, leur donner de sourire. C'est pourquoi Asfia est là aujourd'hui au nom de notre présidente Fatoumata Mbaraka Minti Amoudi, Madame Traoré. Estimé à 2 millions de francs CFA, le don est composé de cahiers, de livres, de sacs et de bics. Il permettra d'alléger la charge de ces familles démunies, surtout en cette veille de rentrée scolaire. Nous apprécions l'appui des ASFIA à sa juste valeur. Tout le monde sait que la fourniture scolaire constitue des préoccupations de nos jours. Nous remercions donc l'association pour ces gestes qui arrivent au bon moment. Et l'autorité administrative d'apprécier cette initiative. Ça va amoindrir le coût de l'achat des effets scolaires pour les parents
En même temps, ça va contribuer aussi à la bonne marche de l'éducation, surtout en ces mois de solidarité. Je demande aux autres associations d'emboîter les pas de l'association AFIA. Il faut noter que cette cérémonie a été agrémentée par la prestation d'artistes locaux. Une étude comparative de l'idéologie politique de Modibo Keïta et de Sékou Touré, c'est l'exercice auquel s'est prêté l'enseignant-chercheur Aboubakary Touré. Une étude consignée dans un ouvrage de plus de 300 pages intitulé « Idéologie politique de Modibo Keïta et Sékou Touré 1945-1984 ». L'auteur y propose également une analyse de leur conception de l'État post-colonial. Les bonnes feuilles de cet ouvrage avec Mamadou Fani. C'est un ouvrage de plus de 300 pages sur l'idéologie de deux anciens présidents du Mali et de la Guinée qui vient d'être présenté au public. Il s'agit des panafricanistes Modibo Keïta et Ahmed Sékou Touré. Dans cet ouvrage, l'auteur essaye de saisir la nature de l'État à travers l'idéologie de l'État, la politique de ces deux hommes qui ont marqué les premières années de l'indépendance au Mali et en Guinée. Ce livre que nous avons présenté ce matin est le fruit d'une thèse de doctorat que nous avons fait sur l'idéologie politique des deux pères fondateurs nations du Mali et de la Guinée. Donc c'est un travail scientifique et objectif que nous avons mené à ce niveau-là. Et pour le président Modibo Keïta et Sékou Touré, je pense que pour tout panafricaniste, pour tout idéaliste, il était important de pouvoir nous pencher sur l'histoire politique, n'est-ce pas, en dehors de ces deux personnalités, de l'histoire politique contemporaine, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest en façon générale, et de façon particulière sur le Mali et la Guinée. L'auteur de cet ouvrage a jugé bon de rappeler la résistance à la pénétration coloniale en Afrique francophone en faisant allusion à l'AES. Il y a plus de 5 ans de cela, on ne savait pas ce qui allait se passer 5 ans, 6 ans, 7 ans après. Et aujourd'hui, le livre est sorti et nous voilà en plein dedans dans l'AES. Et c'est historique ce que je vois. Parce que souvenez-vous bien, en 1959, quand Modibo voulait aller à la création de la fédération, même s'il a été empêché par la suite, tous ces leaders de ces pays-là étaient là à Bamako, d'abord pour parler du projet de la fédération. Donc ça veut dire que la fédération, le fédéralisme, n'est-ce pas, le panafricanisme, sont des choses qui sont dans nos veines. Des témoignages des lecteurs ont permis d'apprécier la qualité de l'œuvre. Aboubakary Touré est titulaire d'un doctorat en histoire du droit à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques. Un livre à lire absolument. Orange Mali a tenu son traditionnel déjeuner de presse dénommé les rendez-vous Orange, un espace d'échange sur les nouvelles offres et innovations d'Orange Mali. Pour l'occasion, le service Orange Finance Mobile Mali était à l'honneur, nous dit Bakary Coulibaly et Alkaou Traoré. Orange Finance Mobile Mali devant les hommes des médias. Il s'agit d'un cadre d'échange et d'information sur les activités d'Orange Mali dénommé les rendez-vous Orange. Organisé chaque trimestre, ce second rendez-vous s'est axé autour d'un certain nombre de thématiques relevant du service d'Orange Finance Mobile Mali. Nous avons d'abord parlé de la digitalisation des paiements de l'État. Nous avons aussi présenté nos produits, notamment le fait de pouvoir recevoir de l'argent de l'étranger, de pouvoir retirer cet argent-là gratuitement. Nous avons également aussi essayé de profiter de ce cadre pour parler de tout ce qui est sensibilisation contre les arnaques parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et pour terminer, il y avait aussi une grande partie sur l'expérience client parce que nos clients sont énormément importants pour nous. Acteurs de premier plan dans la chaîne de transmission des informations du service Orange, les journalistes ont un rôle important à jouer dans l'atteinte des objectifs d'Orange Finance Mobile Mali. Toute chose qui justifie ces messages de la directrice générale du service. Aujourd'hui, nos clients sont au cœur de nos préoccupations. Nous œuvrons au quotidien pour leur faciliter la vie grâce à des services innovants. Donc, je veux juste les appeler à rester avec nous et à leur dire qu'il y a d'autres services innovants qui sont en cours d'élaboration et on espère bien qu'on se verra une prochaine fois pour pouvoir partager sur ces éléments.
À travers des séances de questions-réponses, l'assistance a eu droit à des éclairages sur les missions fondamentales et les innovations apportées par Orange dans le cadre des transactions monétaires. Le prochain rendez-vous est prévu dans 3 mois. On en vient au dossier de ce journal. Il porte sur l'installation des stations-service qui sortent de leur cadre légal. Résultat, la chaussée est très réduite par endroits, provoquant des embouteillages et même des accidents de la circulation. Les autorités communales rencontrées par notre équipe de reportage assurent tout mettre en œuvre pour lutter contre la pratique non sans difficulté. Station-service au-delà de la limite, c'est le dossier de cette édition que je vous propose de suivre. L'occupation anarchique du domaine public est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans la capitale. Les commerces et les stations d'essence sont le plus souvent pointés du doigt. Ces constructions, qui dépassent leur superficie légale, contribuent à la réduction de la chaussée par endroits, ce qui entraîne des embouteillages et des accidents souvent dramatiques. Cette mauvaise aventure, Draman Diara l'a vécue en sortant d'une station d'essence. J'ai eu une collision avec un autre automobiliste en sortant d'une station-service. Malheureusement, une personne a perdu la vie dans ces chocs. Pour Dalo Astan Konaté, enseignante, c'est l'étroitesse de la chaussée à cause d'une station d'essence qui a provoqué son accident. J'étais arrêtée au feu tricolore quand un motocycliste m'a renversée. Il voulait me dépasser alors que la route était très étroite. Au-delà des désagréments causés pour les usagers de la route, le voisinage de ces stations peut faire les frais de leur installation. En tout cas, c'est la conviction de Bourama Kamate, usager de la route. La présence des stations peut créer des désagréments pour ses voisins. Donc je pense que les promoteurs des stations doivent avoir l'autorisation des riverains de leur site avant l'installation. Tel n'est pas le cas pour la station installée à côté de Souleymane Sangaré, imprimeur à Sogoniko. On a tout fait pour que la station ne puisse pas ouvrir, mais en vain. Toutes nos actions n'ont pas pu empêcher le promoteur d'ouvrir sa station. Pourtant, l'installation des stations est régie par la loi. Après la demande, plusieurs enquêtes sont menées par la police, la protection civile, la direction nationale de la géologie et des mines pour évaluer les risques et avoir l'autorisation du voisinage. Si ces résultats sont concluants, la mairie de la commune ne peut qu'accepter l'installation. Elle veille toutefois au respect des termes par le requérant. Ce qui est marrant et qui est peut-être regrettable au Mali, c'est le non-suivi alors des termes des autorisations par le requérant. Dans la plupart des cas, ils excèdent alors les principes préétablis dans leur autorisation. Il suffit seulement qu'ils aient l'autorisation pour qu'ils aillent souvent dans des excès. Mais à chaque fois, alors que cela nous a été remonté, nous avons aussi pris les dispositions qui conviennent. Informer aussi les services techniques en la matière et aller à l'application des principes. Le maire chargé du cadre de vie de la commune 5, qui fait 41 000 km² et compte 42 000 rues, appelle la population à les aider dans l'identification des cas de non-respect des dispositions en matière d'installation des stations d'essence. Voilà ce qui m'a fait en ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h avec Awa Ma Kamara. En attendant, bonne suite de programme sur ORTM1.